sommaire sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Aider les entrepreneurs à avoir une bonne prise de parole en public, tel est l'objectif de Dakar Xewël Toastmaster International, un club qui, à travers les techniques de prise de parole en public, compte améliorer les compétences des entrepreneurs. Le diabète, une maladie qui fait des ravages à Saint-Louis. Cette maladie chronique liée à un dysfonctionnement du pancréas suit encore sa forte propension. La gestion de marque, un concept qui englobe toutes les activités liées à la marque et son développement. Elle a pour mission de développer la notoriété et accroître la visibilité d'une entreprise. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le processus pour lequel on parle de la prise de parole en public est un processus pour lequel on parle en présence de groupes de personnes d'une façon structurée et délibérée pour informer ou influencer les auditeurs lors de sa 347e édition de prise de parole en public. Les leaders de Toastmasters International ont rappelé les techniques de prise de parole en public pour les entrepreneurs. Yacine Diaye nous fait le point. Activer une assemblée par des propos avec une posture adéquate, chose qui n'est pas facile pour tout le monde. Dakar Xewël Toastmaster International, un club qui aide les entrepreneurs à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership. La mission de Toastmaster, c'est aujourd'hui de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire la meilleure version de soi, en développant notamment notre développement personnel, mais aussi notre leadership. Donc c'est pour ça que Toastmaster accompagne beaucoup de jeunes aujourd'hui et des entrepreneurs dans ce chemin-là de leur vie. La prise de parole, un moment d'échange et de communion avec un public bien déterminé. La prise de parole, c'est un moment de partage. La plupart des gens prennent ça comme un moment de torture, un moment difficile à vivre, alors que quand on se met devant les gens pour parler, c'est que certainement on a des choses à dire. Donc la prise de parole, il faut se dire, c'est un moment de partage. Je viens pour partager quelque chose. Je viens pour m'enrichir, mais peut-être aussi enrichir les autres. Ensuite, il faut préparer cette prise de parole-là. Et pour réussir sa prise de parole en public, la confiance en soi, une condition sine qua non. Pour être un bon narrateur, déjà, il faut être sûr de soi, avoir confiance en soi et aussi être maître de ses mots. Il faut savoir ce qu'on dit, donc l'expertise doit être là aussi. Après, derrière, il faut de la pratique, il faut s'exercer. Et aussi, il faut du courage. Comme je l'ai dit tantôt, le courage, comme le dit Céline, c'est le manque d'imagination. Donc, il faut avoir en fait ce courage-là, ne pas trop se poser des questions, écarter les doutes et aller droit au but, foncer et faire face au public de manière ferme et aussi confiante. Introduire ces prises de parole en public nécessite au préalable des méthodes ou techniques reconnues. Pour convaincre son interlocuteur, on a des points particuliers. On demande aux orateurs d'adopter, à savoir capter son auditoire, aller à l'essentiel et faire de sorte que son message soit perçu. Ça, c'est vraiment un des points, les points essentiels qu'on demande aux orateurs de faire. Certains paniquent à l'idée de parler devant un auditoire plus ou moins fourni. Pourtant, il est possible de s'améliorer et de captiver son public. Oser prendre la parole. La prise de parole, ça s'apprend. Merci Yacine Diaye pour ce reportage. Effectivement, la prise de parole, ça s'apprend. Il faut savoir également les techniques de la prise de parole en public. Direction Saint-Louis pour parler du taux de diabète qui est très élevé dans cette région avec un taux de prévalence de plus de 10%, les facteurs de propagation, la sédentarité des populations, leur mode de vie et leur alimentation. Reportage.
Diabète, un véritable problème de santé publique à Saint-Louis. La maladie y prend de l'ampleur. Au niveau national, le taux de prévalence est estimé à 3,4%, mais ici, il est beaucoup plus élevé. Le chiffre qui est avancé actuellement tourne autour de 10 jusqu'à 15%. Donc, il y a actuellement un projet qui est en train d'être mis en œuvre et dont l'objectif aussi est d'améliorer la prise en charge de ces diabétiques dans le département de Saint-Louis. Et dans un volet de ce projet, il y a un volet capital qui est un volet recherche et qui est en train d'actualiser justement ces chiffres dans la ville de Saint-Louis. Les malades arrivent souvent à l'hôpital régional alors que la pathologie est en état avancé. Pour certains cas, une intervention chirurgicale s'impose. La plupart des patients que nous recevons, évidemment, ce sont des patients qui ne se connaissaient pas diabétiques et qui viennent, évidemment, en stade compliqué. Il faut dire que nous avons eu à faire une étude dans le service de chirurgie générale qui constitue le centre d'accueil des pieds diabétiques, le centre de référence des pieds diabétiques. Et cette étude montrait que nous effectuons environ 3 gestes sur le pied diabétique. Donc, il peut s'agir d'amputation majeure, d'amputation mineure. Donc, chaque semaine, nous faisions à peu près 3 amputations en moyenne. Des facteurs divers sont évoqués pour expliquer la flambée des cas de diabète dans la région nord. Il n'y a pas, à vrai dire, d'explication scientifique en soi. Je pense qu'il y a eu dans une des théories, c'est que Saint-Louis a constitué, si vous voulez, la première partie de l'Afrique de l'Ouest qui a été en contact avec la colonisation. Et je pense que cela peut peut-être expliquer ces taux importants de diabète que nous avons. La deuxième chose, il s'agit en fait de facteurs alimentaires qui peuvent aussi expliquer un taux important au niveau de la région de Saint-Louis. En 2005, une association des diabétiques voit le jour. Les membres mènent des actions de sensibilisation pour le recul de la maladie et le bien-être des patients. Nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation et de prévention liées au diabète, dont les émissions tous les mardis. Des campagnes de dépistage ont été menées presque dans toutes les localités, de sensibilisation également, pour relever le niveau de connaissance des personnes avec le diabète. Également, nous avons mené une politique pour promouvoir le dépistage de proximité, parce que ce n'était pas un réflexe chez les Saint-Louisiens, et je dirais même les Sénégalais, d'aller au laboratoire se faire dépister. Donc l'association a mené ses activités avec d'autres partenaires, parce que j'ai parlé de la RTS. Il y a HI, Handicap International, qui a répondu à notre appel et qui a formé ici 90 personnels médicaux. La réduction de 50% des prestations médicales à l'hôpital régional s'ajoute à la liste des acquis de l'association. Cependant, les diabétiques souhaitent ardemment une unité de prise en charge capable de répondre aux différentes complications de la maladie dont le traitement est transversal. Le diabète, une maladie qui fait beaucoup de ravages au Sénégal, mais le dépistage pourrait permettre de faire face à cette pathologie ou ce taux important de décès liés à cette maladie. Parlons à présent de la gestion de marque, qui est un ensemble d'actions mises en place pour promouvoir la marque de votre entreprise auprès de vos consommateurs, mais aussi fournisseurs ou clients en général. C'est un processus de maintien et d'amélioration d'une marque afin que le nom soit associé à des résultats positifs. Suivons le récit de Yacine Dia. Gestion de la marque, un terme général utilisé pour décrire les stratégies de marketing visant à maintenir, améliorer et faire connaître la valeur et la réputation d'une marque et de ses produits au fil du temps. Les 3 facteurs principaux à considérer lors de la mise en œuvre d'un système de gestion stratégique de la marque sont la marque, le marché cible et les objectifs commerciaux. La gestion de la marque est une fonction du marketing qui utilise des techniques pour augmenter la valeur perçue d'une gamme de produits ou d'une marque. C'est un moyen d'inclure le produit ou le service dans la perception globale de la valeur de votre entreprise.
Elle aide une entreprise à fidéliser sa clientèle et contribue à alimenter ses bénéfices. Un responsable de marque assure l'innovation d'un produit ou d'une marque, créant la notoriété de la marque via l'utilisation du prix, de l'emballage, des couleurs associées et du format de lettrage. Son objectif principal est de créer une image forte dans l'esprit du consommateur. La gestion de la marque implique non seulement de créer une marque, mais également de comprendre quel produit pourrait correspondre à la marque d'une entreprise. Un responsable de marque doit toujours garder à l'esprit son marché cible lorsqu'il conçoit de nouveaux produits pour reprendre la marque de l'entreprise, ou lorsqu'il travaille avec des analystes pour décider avec quelle entreprise fusionner ou conquérir. Cependant, les organisations différencient leurs produits grâce à l'image de marque. Et un manque d'image de marque efficace peut entraîner l'échec des produits sur le marché. Merci Yacine Dieng pour ce récit. Et pour parler de l'identité de marque, nous recevons sur ce plateau M. Abdoulaye Souri Ban. Il est entrepreneur. Bonjour M. Ban. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors nous venons de voir le récit de Yacine Dieng qui parle de l'identité de marque par rapport à la gestion de marque. C'est quoi une identité de marque? L'identité de marque est un ensemble d'éléments cohérents, de branding qui crée la personnalité d'une entreprise. C'est la façon dont elle souhaite être perçue. Comment construire une identité de marque? Construire une identité de marque, en fait, est un travail de longue haleine. Et j'ai l'habitude de le dire, il faut avoir le profil d'un athlète kenyan. Une sacrée endurance et des tripes. Parce que cela demande du temps, de l'investissement, des analyses et des recherches. Mais dans tous ces processus, il faudrait d'abord se connaître et avoir une vision claire de ce qu'est votre marque. Alors, à quoi sert, M. Ban, l'identité de marque? L'identité de marque permet d'impliquer les consommateurs sur le plan émotionnel, de développer la notoriété de l'entreprise en lui donnant un nom et un visage, d'instaurer la crédibilité et la confiance, de fournir une plateforme pour une croissance à long terme, de fidéliser la clientèle, de se démarquer de la concurrence. Enfin, de marquer les esprits des consommateurs, en fait. En parlant de consommateurs, comment est structurée une identité de marque? Et une identité est structurée comme suit. Se connaître, avoir une vision claire de ce qu'est votre marque, construire une identité visuelle, donner de la voix, c'est-à-dire, certes, c'est vrai, une identité, les bases d'une identité graphique est très importante, mais aussi savoir ce qu'on dit et communiquer sur les tons qui reflètent vos valeurs et vos idéaux est aussi important. On parle souvent de la place de l'émotion dans l'identité de marque. Quelle est l'importance de l'émotion dans cette identité de marque? Naturellement, si vous vendez un produit qui n'a aucun attachement identitaire ni émotionnel, le client achètera les produits le moins cher possible et puis basta. Un produit purement utilitaire est voué à l'échec, à moins d'avoir une exclusivité ou le monopole du marché. Raison pour laquelle les entreprises cherchent à créer un lien émotionnel avec la marque. Les entreprises a priori utilitaires comme les vêtements et la nourriture. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'émotion, ça sert également à capter la clientèle? Naturellement. Ça fait partie aussi de l'identité de marque, fidéliser la clientèle. Alors, on a constaté quand on parle de l'identité de marque, on fait allusion au brand management par rapport à la gestion de marque. Quels sont les brandings? Les brandings, ça prend tous les éléments qui rentrent dans le contexte même de la vie qu'il y a. Les éléments visuels en fait. Les éléments visuels, c'est de créer d'abord une identité visuelle. Vous êtes d'accord avec moi pour dire les grandes marques, on les reconnaît facilement, juste simplement par un aperçu. Mais pour ça, il faudrait d'abord déterminer les bases d'éléments graphiques. Les bases d'éléments graphiques. Quels sont d'abord ces éléments graphiques? Et les bases d'éléments graphiques, c'est la typographie, la couleur, la forme et les lignes. C'est seulement après ça
que vous pouvez concevoir votre logo, votre site web et votre packaging en fait. Alors, quelle est la place des couleurs dans le visuel? Chaque couleur déjà a une signification particulière. Chaque couleur a une signification particulière et ça doit naturellement refléter avec vos valeurs en fait, votre éthique et votre philosophie, ce que vous voulez transmettre. Par exemple, le noir, c'est le luxe, c'est le classique, c'est l'élégance et c'est la majestuosité. La couleur rose, c'est la couleur de la féminité. Elle exprime douceur et élégance. Donc pour dire que les couleurs ont une très grande importance sur l'identité des marques parce que ça rentre dans le contexte du branding. Et le logo? Les logos, en fait, c'est pareil. Avant de conceptualiser un logo, comme je viens de le dire, c'est de prendre en compte les éléments de base, les éléments graphiques. Et une fois après avoir pris les éléments graphiques en compte, c'est seulement après ça que vous pouvez créer votre logo. Alors, dans une entreprise, s'il arrive qu'on a déjà une marque qui a été déjà établie et au fil des années, l'entreprise a connu un échec, comment faire pour reconstruire l'identité de marque? Il faut retourner en arrière, revoir les bases et revoir ce qui n'a pas marché. Pour construire une marque qui dure pour construire une marque qui reste dans le temps, il faudrait du temps. Il faudrait aussi de la patience, mais beaucoup de travail. Même en prenant tous ces éléments en compte, ça peut arriver que la marque échoue. Mais il faut revoir et retourner sur les bases pour réajuster tous ces éléments parce que voilà quoi, ça compte. Quelle est la durée de vie d'une marque? La durée de vie d'une marque, ça dépend de l'identité de marque. On peut construire une marque et mourir, et on peut construire une marque aujourd'hui et quelques temps mourir et quelques temps après mourir. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui s'activent dans ce domaine, qui voudraient faire une identité de marque ou bien dans la gestion des marques? Moi, déjà, je suis autodidacte. Je suis freelance. Je me suis mis dans ce monde une fois après avoir eu l'idée de créer ma propre marque. Quand m'était venue l'idée de créer ma marque, je me suis levé et j'ai dit à mes amis et les gens qui m'entourent, souvent, Bougouna a créé sa marque, m'a floqué quoi. Et après tout ça, quand je commençais à vendre, j'ai vu que voilà, ce sont juste les amis qui les achètent. À un moment donné, j'ai pris du recul et j'ai commencé à m'intéresser dans le monde de la marque, à faire des recherches, à approfondir, à travailler avec les boîtes de la place, jusqu'à avoir une expérience aujourd'hui qui me permet de parler de l'identité de marque, du branding et du brand management. Et ça veut dire que vous n'avez jamais abandonné, comme le proverbe japonais qui dit? Ne jamais renoncer en fait. C'est un t-shirt de ma mère. Il ne faut jamais le faire. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Souriban. C'est un plaisir, merci à vous. Votre mot de la fin? Merci aux gens de la RTS et à la famille derrière, les gens qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Voilà. Je vous remercie, M. Ban. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Abdoulaye Souriban. Il est entrepreneur et nous parlions de la gestion des marques par rapport à l'identité des marques. Parlons maintenant au phosphate de Dendori à Matam avec la visite de la délégation qui se charge de l'application du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la surcharge à l'essieu. Les discussions qui ont permis aux différentes parties de faire l'état des lieux par rapport à ce dit règlement. Suivons le reportage de Ibrahima Pabidji. Dans les phosphates de Dendori est clair, constater le respect ou non du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la surcharge à l'essieu et aussi de sensibiliser sur la nécessité d'appliquer le dérèglement. Sous la houlette du ministère des Transports terrestres, une visite minutieuse a été effectuée, suivie de discussions bien nourries entre la délégation et les représentants de la société Somiva en charge de l'exploitation de cette ressource minière dans la région de Matam. On a visité la carrière de Somiva qui exploite les phosphates au niveau de Ndori. On a constaté qu'il a un dispositif de pont bascule.
Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que le règlement 14 exige un PZCE et un dispositif de contrôle du gabarit. Ça, on l'a noté, mais aussi on les a rappelés, les dispositions du règlement 14, surtout par rapport à l'article 11 du règlement qui oblige toute plateforme de plus de 200 000 tonnes de fret par an à s'équiper un dispositif de pesage à l'essieu et de détecteurs de gabarit pour contrôler chaque camion chargé avant qu'il emprunte le réseau routier. Un pont bascule, c'est pas suffisant. Il y a des différences de poids qu'on a constatées au niveau de la météorologie. Donc, tous ces aspects doivent être discutés avec le direction générale pour qu'on puisse vraiment arriver à l'objectif. Le non-respect de cette disposition expose l'entreprise à une amende de 50 millions de francs CFA. Dans cet élan de lutte contre la surcharge, l'État du Sénégal a aussi obtenu le soutien des transporteurs. Leurs représentants qui sont associés à cette mission adhèrent à la cause. Parce que notre problème principal, c'est que si toutefois les routes sont gâtées, la vitesse commerciale sera réduite au niveau des transporteurs. Et puis, il y aura évidemment ce qu'on appelle la rentabilité qui sera plus ou moins impactée. Et à partir de ce moment, nous sommes avec l'État. L'État du Sénégal construit des routes et développe aussi le réseau routier. Donc, il faut que des mesures soient prises pour sauvegarder l'infrastructure routière, mais aussi les investissements consentis par l'État du Sénégal. Face à un tel état de fait, des recommandations sont faites à l'endroit de la société minière. La délégation prévoit des discussions poussées et sincères avec la direction générale dès son retour à Dakar. Le règlement 14 de l'UEMOA qui consiste à lutter contre les surcharges pour la sauvegarde de l'infrastructure routière. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.